Bonsoir, docteur Kémy. Bonsoir mon frère, Kémy suffira. Kémy, on est des frères. Les titres, on laisse ça aux gens qui sont fous des titres. Moi c'est Kémy, c'est ça me suffit. Justement, donc bien avant d'entrer en plein pied dans le vif du sujet, et pourriez-vous nous dire quel serait l'intérêt de ces sacrifices kémistes, c'est un mot que nous éventons, c'est un néologisme, voyez-vous, et quels seraient ces sacrifices kémistes envers Haïti? Le sacrifice, il faut faire attention parce qu'après on va aller sur d'autres déclinaisons, d'autres appellations. Les sacrifices de Kémy et de ses partisans, on pourrait peut-être synthétiser ça comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de sacrifice suffisamment important pour la terre qui est la matrice du panafricanisme. Ça c'est le premier point. Et je pense qu'on a trop tendance dans ce monde à l'oublier. La mère de mes deux enfants aînés disait « Dans sacrifice, il y a sacré ». Et je pense qu'il est important que l'on puisse se remémorer cette réflexion. La sacralité, c'est ce qui fera que notre peuple puisse retrouver le cadre de la transcendance. Comprendre que ce qui arrive à Haïti aujourd'hui est du domaine du politique, du social, du géopolitique et aussi quelque part spirituel. Il y a une volonté d'une oligarchie de toutes les couleurs en réalité, même si elle est en grande partie non noire, mais il y a aussi des noirs qui font partie de ce système de prédation, qui estiment que le fait de laisser Haïti voler de ses propres ailes pourrait être un danger et pourrait créer un virus qui pourrait se propager aux quatre coins du monde. C'est un petit peu ce qui se passait à l'époque de la plantation, quand un esclave rebelle ou une esclave rebelle tentait de tout faire pour briser ses chaînes, mettre le feu à la plantation et partir. Lorsque les esclavagistes trouvaient l'esclave rebelle, ils se débrouillaient pour pouvoir l'humilier, le persécuter sur la place publique devant les autres esclaves. De telle sorte que les autres esclaves se disent non, si on cherche la libération, on aura la même finalité et la même situation que l'esclave rebelle que l'on vient de citer. Et donc, ce qui se passe par rapport à Haïti est dû à la bataille des Vertières, est dû à la révolution haïtienne, est dû à l'humiliation que l'élite occidentale caucasienne a eue. Je dis bien l'élite. Mon but n'est pas d'essentialiser avec tous les blancs. Le problème n'est pas là. Il faut qu'on essaie d'élever le niveau. Il y a des noirs bons, des noirs mauvais, des blancs bons, des blancs mauvais. Mais l'oligarchie néolibérale d'aujourd'hui et l'oligarchie impérialiste d'hier, elle est d'une certaine tendance, dirons-nous. Et il y avait bien évidemment des traîtres, des gens au sein de nos rangs qui étaient des ennemis de nos peuples aussi. Et donc, je pense que tout a été fait, tout a été planifié pour paralyser la vitalité d'Haïti, l'embourber dans des problèmes qu'on présente comme dus au mal, à la malédiction d'Haïti. Vous voyez même que ce sont des terminologies qui sont employées parfois par les médias pour justifier l'entredéchirement de nos populations, pour justifier le basculement et l'instabilité économique et politique. Moi, je pense que c'est savamment orchestré et que ce pays, en réalité, est occupé par des gens qui se présentent comme ses amis, mais qui sont, in fine, ses pires ennemis. Des amis qui vous disent qu'ils sont là pour vous aider, mais ne vous permettent pas de vous priver de l'aide, sont en réalité des gens qui veulent vous voir ad vitam aeternam contrôlés. Il n'y a pas un pays, à ma connaissance, qui est plus occupé par les ONG dans le monde que Haïti. Je crois que c'est le pays, c'est la Mecque des ONG occidentales, c'est la Mecque des détournements de fonds aussi sur le terrain politique, et je précise bien. Sinon, certains sont capables de comprendre complètement autre chose tellement l'esprit de certains est étriqué. Et je pense que la décolonisation sera bicéphale. Il faut une révolution citoyenne, je n'appelle pas aux armes ou autres, parce que dès qu'on exprime le terme révolution, certains rentrent en panique. Il faut une révolution des consciences, il faut une unité du prolétariat. Je l'ai dit à toutes mes interventions, je l'ai dit à certains chefs de groupe prétendument ou qualifiés d'armée, il faut que les gangs baissent les armes, que les gangs comprennent que ceux qui les ont armés ne leur veulent pas du bien, même s'ils les inondent parfois d'argent. Et que les ennemis des gangs, en réalité, ne doivent pas être le peuple, mais doivent être ceux qui ont tenté de les instrumentaliser depuis si longtemps. Et le jour où il y aura une union révolutionnaire, après un pardon qui sera demandé par les membres des gangs vis-à-vis du peuple qui est terrorisé aujourd'hui dans certaines zones d'Haïti, le jour où il y aura un pardon, une commission de pardon et de réconciliation, le jour où il y aura une transversalité dans l'union
et que chacun et chacune se retourneront contre l'ennemi commun qui est constitué de ceux qui veulent voir Haïti à genoux, je peux vous assurer que Haïti pourra redevenir, et ça peut se faire dans beaucoup moins longtemps qu'on le croit en réalité, Haïti pourra redevenir un centre de gravité de la révolution comme Haïti l'a été à son commencement. Très bien. Dans le contexte post-colonial d'aujourd'hui, quelle est la position panafricaniste actuelle que Haïti doit prendre comme pays souverain? La position panafricaniste actuelle ne peut s'exprimer sans une dynamique, premièrement, de justice sociale. Il n'y a pas de panafricanisme sans justice sociale. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une minorité qui détient tous les leviers économiques du pays, qui vit dans une opulence des plus caractérisées, pendant que la quasi-totalité de la population vit dans une incroyable et indicible pauvreté. Il faut qu'on arrive à un moment où on puisse être capable de casser ce monopole. Et ce monopole est détenu par une petite caste de toutes les couleurs, même s'il y a différentes composantes qui sont inégalement réparties en son sein. Il faut que cette caste, à un moment donné, soit elle comprenne qu'elle doit rendre ce qui a été pillé, soit que cette caste-là soit regardée dans les yeux par le peuple et que le peuple prenne ses responsabilités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il va falloir à un moment donné s'exprimer comme nous l'avons fait en Afrique et comme nous le faisons continuellement en Afrique francophone ou ailleurs, contre les puissances coloniales. C'est-à-dire que des gens qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, le Canada, je ne vais pas me faire des amis, mais bon, je suis déjà interdit de rentrer dans leur pays, le Canada, les États-Unis, ou du moins les gouvernements, parce que je n'ai rien contre le peuple du Canada, vraiment rien. Je n'ai rien contre le peuple des États-Unis, vraiment rien, sauf ceux qui n'aiment pas les Noirs, auquel cas, évidemment, je ne les aime pas non plus. En l'honneur de Dessalines qui disait on ne respecte que ceux qui nous respectent aussi. C'est quelque chose qui est nécessaire. Mais les États-Unis, le Canada, la France, ces pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Haïti? À part lui imposer un processus d'appauvrissement, généralisé. Donc, il arrive un moment où il faut qu'on puisse démanteler ce système colonial, néocolonial, que l'on puisse dire aux ONG qu'elles aillent faire les bons samaritains ailleurs, dans leur pays. Il y a des difficultés aussi dans leur pays, il y a des pauvres aussi dans leur pays, il y a des gens qui sont dans une dynamique d'injustice sociale. Les Haïtiens ne sont pas des mendiants, d'accord? Et nous pouvons nous en sortir nous-mêmes. Et de la même façon, quand on parle du colonialisme, on ne peut pas en parler sans parler aussi de la démarche de l'Union africaine. J'ai été invité il y a une semaine de cela avec une délégation de notre organisation pour l'African Liberation Day, ou l'Africa Day, comme ils l'appellent aujourd'hui, en Éthiopie. L'Union africaine ne peut pas parler du panafricanisme tant qu'elle sera majoritairement financée par les ennemis des Africains. Et les ennemis des Africains qui financent l'Union africaine lui dictent son agenda. Et lorsqu'on est dans une démarche aujourd'hui où on envoie des policiers, non pas pour lutter contre la petite caste qui détient le monopole financier et économique et qui asphyxie la population, mais qu'on envoie des armées pour lutter contre des frères qui ont été armés par cette petite caste, en réalité, on fait le tour du problème, on fait des circonvolutions, mais on ne rentre pas dans le centre des choses. Et donc, je pense que le vrai problème aujourd'hui d'Haïti, c'est une partie de l'élite, pour ne pas dire une très grande partie, je ne veux pas essentialiser, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bons dedans, mais il y a une partie qui est noyée et vautrée dans la corruption, il faut qu'on en parle, et il y a une partie qui est censée diriger Haïti, mais qui prend ses ordres à Washington, à Paris ou au Canada. Ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Justement, vous savez très bien, je vous le rappelle, Haïti est la première république noire indépendante. J'aimerais bien savoir quelle place occupe-t-elle dans l'imaginaire et le projet panafricain selon vous? Je pense que vous avez la réponse dans votre question et en écoutant nos nombreuses allocutions aux quatre coins du monde, vous le savez. On peut trouver aujourd'hui sur n'importe quelle plateforme numérique mes interventions où j'exhorte notre peuple, qu'il soit sur le continent africain ou qu'il soit aux Antilles. Il y a une conférence, je crois, on était en Guadeloupe devant 1500 sympathisants. Et j'ai dit qu'il va falloir que tout le monde, et c'était le cas de bon nombre de mes partisans. Et cela avec le panafricanisme contemporain. Comment? Contemporain, le panafricanisme contemporain. Oui, justement. C'est dans le cadre du panafricanisme contemporain et nous exhortions et nous exhortons tous les nôtres à respecter Haïti. Mais il est important aussi, quand vous demandez quelle est la place qu'occupe Haïti dans le cadre du panafricanisme, de se rappeler que le panafricanisme est né ici. Le panafricanisme n'est pas né ailleurs. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Qu'est-ce qui s'est passé avec la cérémonie du bois caïman? Qu'est-ce qui s'est passé avec la bataille de Vertières?
qu'est-ce qui s'est passé avec la révolution haïtienne? On a différents esclaves rebelles, hommes et femmes, jeunes et vieux, de différentes approches spirituelles. Il y avait toutes les religions qui étaient là, toutes les spiritualités, les animistes, des musulmans, des chrétiens, etc. Des gens qui pouvaient paraître comme étant antagonistes. Et qui, à un moment donné, ont dit, nous sommes tous persécutés parce que africains, parce que des noirs, hommes et femmes, jeunes et vieux, clairs ou foncés, nous devons prendre nos responsabilités. Ils se sont réunis. Et ils ont dit que l'oppression ne peut plus continuer. Ils ont fait vœu commun de transcendance. Ils ont versé leur sang. Ils ont été en communion avec le gouvernement métaphysique du Seigneur Tout-Puissant. Et ils ont fait en sorte que la révolution haïtienne puisse devenir la matrice de la révolution noire dans cette ère contemporaine de ce que les hindouistes appellent le Kali Yuga, l'âge sombre de l'humanité. Eh bien, ils ont donné un symbole pour le reste de l'humanité noire. Et donc, le panafricanisme est né ici. Et c'est pour ça que je dis que politiquement parlant, j'insiste bien, sinon certaines personnes dégénérées politiquement sont capables, ou intellectuellement sont capables de confondre et de sortir mon propos de mon contexte en disant que je dis qu'Haïti est la capitale. Non, Haïti est la capitale panafricaniste, politique de la révolution. Et vous dites tout cela selon l'une des déclarations de Dessalines? Bien sûr, je le dis selon la déclaration de Dessalines, je le dis selon aussi la posture et la démarche de Félicité, je le dis selon la posture de toutes celles et de tous ceux qui ont décidé de prendre en charge leur destinée. Et on peut également encore le dire selon votre posture à travers le monde. Nous ne sommes qu'une nouvelle génération qui prend le relais de ceux qui l'ont précédé. Et je dis toujours que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a les calculatrices qui nous permettent de faire des longs calculs en une seconde, que cela signifie que nous sommes meilleurs que ceux qui faisaient des calculs en une journée. Ceux qui ont fait les calculs en une journée, c'est parce qu'ils ont pris leur temps pour calculer, qu'on est arrivé à trouver les équations possibles pour faire des calculatrices et donc compter plus vite. Le présent n'est rien sans le passé. Et c'est ce qui manque à certains des nôtres qui pensent qu'on peut se couper de la racine et s'occuper uniquement de la branche. Ça ne marche pas comme ça. Très bien. Maintenant, dis-nous, et comment rendre le panafricanisme encore plus pertinent pour le peuple des Caraïbes et en particulier pour Haïti? Où est-il perçu comme plus africain que global? Moi, je pense que c'est en train de changer. Je le vois dans les rues, je le vois auprès de la population, partout où on va dans les Caraïbes. Je le vois même en Amérique du Sud, à Quibdó. J'étais dans un ghetto afro-colombien en mission sociale et politique avec les autres membres de notre organisation Urgence panafricaniste. Le panafricanisme n'a jamais été autant, j'ai envie de dire, tendance qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on a largement contribué à le rendre intelligible pour beaucoup de gens. Quand on dit panafricanisme, on parle d'unité. Et vous savez, le peuple veut l'unité. Ce sont les élites qui passent leur temps à nous diviser. Le peuple veut l'unité. Le peuple veut la solidarité. Le peuple est fatigué de ces antagonismes créés par des forces exogènes qui veulent nous déstabiliser. Et donc, je crois que le panafricanisme, les gens comprennent, à partir du moment où ils se rappellent l'histoire, qu'Haïti ne va pas incorporer une doctrine étrangère. Haïti va juste récupérer ce qui est né de ses entrailles. Vous comprenez? Et donc, cette dynamique et cette idéologie se répand dans l'esprit de beaucoup de gens. Il suffit de voir, je pense, l'effervescence autour de nos sorties médiatiques et politiques et comprendre que nous sommes dans une stratégie à court, moyen, long terme. Et notre objectif, c'est de transformer, j'insiste beaucoup dessus, quand on parle de transformer les mentalités, c'est de transformer le tissu social et politique du pays. Et pour cela, il faut parler à tout le monde. La logique qui consiste à stigmatiser une partie parce que certains agissent mal, à mon sens, c'est une erreur. Il faut parler à ceux qui agissent mal et leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour agir bien. C'est-à-dire donc le panafricanisme est africain dans le sens global. Comme son nom l'indique, pana, unité, africanisme. Je pense tous les Africains partout. Donc à partir de ce moment-là, ils ont leur place dans cette lutte. Mais tous. Et rappelons que le panafricanisme, j'insiste, est né non seulement ici, mais il est né dans la diaspora. Donc la diaspora, la Caraïbe, les Caraïbes ont une responsabilité de se réimprégner de ceux qu'ils ont engendrés. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas des gens comme vous, s'il n'y avait pas Haïti.
Et donc, quand je vois parfois des commentaires, on est noyé par les commentaires d'amour et d'affection de notre peuple, qui disent dans les messages privés, Kémy vient nous sauver. Non, je ne sauve pas. Je ne sauve pas Haïti. Je viens moi-même, comment dirais-je, payer ma dette à Haïti. Tous les Noirs du monde entier ont une dette vis-à-vis d'Haïti. J'ai une dette vis-à-vis d'Haïti. Je regrette de voir tant d'artistes, parfois haïtiens, qui ne comprennent pas la responsabilité que c'est d'honorer le pays. Et pour ceux qui nous écoutent, ils voudraient bien savoir quelle est donc cette dette en termes de qualificatif. Je vais me répéter, et je risque de me répéter. Quand on parle de dette, on parle d'un pays qui a engendré le processus du panafricanisme, qui a donné l'inspiration aux Noirs du monde entier de se rebeller, de s'organiser, de résister. Marcus Garvey, quand il fait l'UNIA, Marcus Garvey est dans cette démarche panafricaniste et nationaliste noire parce qu'il y a une république comme celle d'Haïti. Quand Malcolm X, fils d'un garvéiste, prend ses responsabilités, il y a la musique. Quand Malcolm X, fils d'un militant garvéiste, prêcheur garvéiste, prend ses responsabilités et rejoint une organisation nationaliste noire, Nation of Islam, qui elle-même, elle aussi s'inspire de la révolution haïtienne. Tout s'inspire de la révolution haïtienne. Parce que c'était une manifestation politique, même métaphysique, de l'élévation du peuple noir. Et donc, nous avons tous une dette. Et quand notre père ou notre mère est blessé, l'enfant qui passe en regardant son père ou sa mère qui baigne dans le sang et qui ne réagit pas est un enfant qui ne mérite pas de vivre. C'est tout. Dites-nous quoi, le panafricanisme impacte donc la position géopolitique ou psychologique d'Haïti dans le monde noir. J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question? Donc merci pour la musique. Donc en quoi le panafricanisme impacte-t-il la position géopolitique ou psychologique d'Haïti dans le monde noir? Vous savez, il faut qu'on parle avec simplicité. Haïti a un positionnement géostratégique évident. Et c'est pour ça que les Américains ont toujours tout fait pour essayer d'endormir ce pays. Parce qu'ils ne veulent pas avoir un Cuba des années 60, version noire. Le jour où ce pays prend ses responsabilités et décide de se rappeler qu'il est le bastion de la résistance à l'impérialisme, vu sa proximité géographique avec les États-Unis, le jour où Haïti reprend conscience de son pouvoir politique, et le jour où Haïti décide, pour X ou Y raison, de faire un basculement géopolitique dans le cadre de l'ordre multipolaire, mais quels sont ceux qui seront les plus inquiets? C'est l'État profond américain, à cause de la proximité géographique. Et ils savent, les gens de l'État profond américain, le nombre de frères et de sœurs qui sont sur le territoire américain. Et ils ne veulent pas la contagion. C'est aussi simple que ça. Et donc, le positionnement géographique d'Haïti peut entraîner un bouleversement géopolitique mondial. Parce que si vous commencez à inquiéter l'oligarchie américaine, qui est la première puissance temporairement mondiale, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura un bouleversement de l'ordre établi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement américain ne voulait pas qu'on traverse l'espace aérien américain. Ils savaient très bien que le fait qu'on vienne ici, c'est quelque chose qui pose problème pour eux, mais c'est une erreur. Parce que même les États-Unis sont malades et devront être guéris. Un pays qui se bâtit sur les génocides des Indiens, sur l'esclavage de notre peuple, qui persécute tout ce qu'il trouve. Quand il vient voir les Indiens, il leur propose des cadeaux, des serviettes, et dans les serviettes, il y a des virus. Quel type de gens sont capables de fonctionner de cette façon-là? Nous avons une responsabilité ici. Je dis nous, parce que je suis haïtien. Je suis haïtien dans le cœur, je suis haïtien dans l'âme. Dans mon cœur, dans mon âme, respirent des êtres comme Dessalines. Nous sommes une continuité. Et nous avons la responsabilité de continuer ce qu'ils ont commencé. Et pour aller plus loin, de le terminer. Dans ce cas, que devrait faire Haïti pour être pratiquement un acteur central, dans le mouvement panafricain contemporain? Que devrait faire Haïti? Haïti, il faut que je pense... Dans le sens pratique. Il faut qu'on pose des questions qui sont très bonnes dans vos questions, mon cher frère, mais il faut qu'on pose des questions, je pense, dans une direction qui soit sans équivoque. Haïti ne doit pas chercher à avoir un rôle central dans le panafricain. Haïti doit être. Arrêtons de situer Haïti par rapport à d'autres entités. Haïti doit réexister. Haïti a préexisté à une époque où les autres n'avaient même pas d'existence légale. Aujourd'hui, Haïti doit réexister. Parce que si Haïti réexiste, le reste du monde noir
va se relever. Oui, mais et juste pour finir, excusez-moi mon cher frère, nous avons tous un cœur. Certains, parfois, je me demande s'ils en ont, mais majoritairement, en tout cas, on a tous un cœur. Si votre cœur ne fonctionne plus, le corps ne vivra plus. Le monde noir, le corps du monde noir est en inertie totale et dans un coma parce que le cœur aujourd'hui est aux arrêts. Le cœur, c'est Haïti. Et l'électrochoc qui doit permettre au cœur de revivre, c'est justement le panafricanisme. C'est répandre cette idéologie qui rappelle à vous, moi et tous ceux qui sont dans ce plateau qu'on a beau vouloir se différencier, nous sommes tous issus de la même racine, du même peuple, de la même réalité, de ce que Charanta Diop disait, le même foyer civilisationnel. Et donc nous devons comprendre, tel que le dit et le stipule la philosophie de l'Ubuntu, tel que moi je le conceptualise quand je parle de la philosophie de l'Alodo, qui signifie en fondé l'entraide, le sort de l'un et le sort de l'autre. On ne peut pas se réjouir d'être bien si l'autre est en train de crever sous nos yeux. Haïti doit sortir de son individualisme dans lequel le monde moderne nous a incarcérés pour plus que jamais réapprendre la logique de l'unité et avancer. Ce ne sont pas des mots valises. Ce que je vous dis là, c'est ce message que nous avons imprégné dans les masses africaines depuis tant d'années. Et aujourd'hui, on en voit des résultats palpables. Ne négligeons pas une idée. Parce que dans ce monde moderne, on est tellement dans une acception matérielle. Si ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, vous dites oui, mais concret. Parce qu'on a abaissé le niveau de notre réflexion. Mais c'est l'idée qui est créatrice. Et quand vous déposez une idée dans la tête des gens, le processus de la libération est enclenché. Donc cette réexistence, bien avant de finir, cette réexistence doit se faire par qui? La réexistence de Haïti? Par le peuple haïtien, par la société civile haïtienne, par les différents corps qui constituent Haïti, par les femmes, par les hommes, par les jeunes hommes, par les différentes associations qui constituent le tissu social haïtien. Ça ne pourra se faire que comme ça. Et nous avons la responsabilité, l'urgence panafricaniste, avec d'autres, d'accompagner les nôtres dans ce processus. Kémy, nous voulons mettre fin à cette rencontre très spéciale sur Radio Tropicale avec cette question très importante pour nous autres. Rêvez-vous un jour d'un gouvernement haïtien panafricaniste? Je rêve d'un vrai gouvernement haïtien qui n'existe pas depuis très longtemps. Et le jour où il y aura un gouvernement haïtien, le panafricanisme, de facto, sera présent. Et j'insiste en disant une chose, parce que je sais qu'il y a des gens du gouvernement haïtien actuel qui vont nous regarder. Je vous aime, cher aîné. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent véritablement que les choses changent. À vous, nous sommes ensemble.